Oui, mais la CEDEAO a obligation de mettre la pression justement sur la junte pour qu'un régime démocratiquement élu s'installe. On ne va pas s'éterniser avec une junte qui, c'est vrai, parce que même au niveau de ces trois pays, eh bien, on a aujourd'hui des sons de cloche discordants au sein de la population, au sein de la classe politique qui est bâillonnée, au sein de la classe politique qui n'arrive véritablement pas à s'exprimer. Donc ça, c'est pas du tout ce que nous attendions de cette junte. Nous voulons justement que cette junte règle le problème pour lequel ils ont pris le pays, c'est-à-dire libérer le pays des djihadistes, libérer le pays de l'emprise des djihadistes, et là encore, on ne voit pas véritablement de résultats. Et ça, bon, il faut aussi le souligner. L'Afrique de l'Ouest traverse une période de bouleversement politique marquée par la décision historique de l'AES de quitter la CEDEAO. Ce retrait soulève des questions complexes: souveraineté nationale, indépendance économique et gestion des tensions diplomatiques. L'AES accuse la CEDEAO de manœuvres impérialistes visant à maintenir une influence étrangère dans la région, tandis que la CEDEAO insiste sur une approche mesurée, proposant une transition de 6 mois pour éviter une rupture chaotique. Dans cette vidéo, les chroniqueurs de Live TV analysent les enjeux stratégiques de cette décision, les motivations de l'AES et les réponses formulées par la CEDEAO. Quels impacts pour les populations concernées? Cette fracture annonce-t-elle une redéfinition des relations régionales? Préparez-vous à un décryptage détaillé des arguments des deux camps. Allons du côté de l'AES. Regardons ce qui se passe sur le couple. J'allais dire peut-être en désamour. L'un dit part, je pars où tu pars. L'autre dit non, je ne pars pas où tu ne partiras pas. Bref, l'AES simplement dit, écoutez, messieurs, l'AES donc qui avait annoncé son retrait depuis plusieurs mois. Et la CEDEAO dit non, et non, et non. Et le dernier point en date, c'est que la CEDEAO dit, oh, écoutez, vous pouvez partir, mais on se donne 6 mois, le temps de regarder un peu, non seulement les conditions de départ, et aussi voir si on ne peut pas essayer de vous faire changer d'avis. L'AES dit, attention, c'est un piège, parce que simplement, vous voulez utiliser ces 6 mois pour faire des petites tentatives. Déjà, regardons le communiqué en son 3e chapitre. Le Collège des chefs d'État de la Confédération AES constate que depuis l'adoption de cette nouvelle posture stratégique portée par des aspirations légitimes à la liberté et à la paix, la junte française impérialiste, sentant ses intérêts menacés, appuyée par certains chefs d'État de la sous-région, tente désespérément de porter un coup d'arrêt à la dynamique émancipatrice enclenchée par l'AES. Et vous avez donc ces propos lus au 3e chapitre. Je commencerai par vous, Élisée. Quel est votre postulat vis-à-vis de l'attitude de l'AES qui soupçonne justement la CEDEAO d'utiliser les 6 mois donnés pour les négociations, de fomenter des petits coups? Élisée. Ben, ça, c'est pas une surprise venant de l'AES. Ça ne me surprend aucunement. S'il y a eu des dirigeants de l'AES qui vertement, dans des interviews télévisées, sur des plateaux télévisés, ont accusé ouvertement des chefs d'État d'autres pays d'attenter à leur régime, de même fomenter des coups, de déterminer des bases de déstabilisation de leur régime dans ces pays-là. Donc ça, c'est pas, pour moi, c'est vraiment rien de nouveau. Voilà, c'est une redite de ce qu'on a déjà entendu. Peut-être qu'il faut songer maintenant à trouver... Mais cette fois-ci, sur le point de la CEDEAO en général, c'est quand même assez fort. Non, mais de la CEDEAO, ils l'ont déjà dit depuis. La CEDEAO, ils ont dit... Mais l'une des raisons pour lesquelles ils veulent quitter la CEDEAO, c'est quoi? C'est la même chose qu'ils viennent de dire. La CEDEAO est une organisation aux ordres d'eux. Voilà, d'un impérialisme et autres, tout ça. La CEDEAO, les chefs d'État ne sont que des représentants, ne sont que des valets du salon. Ça, ils ont dit il y a plusieurs reprises. Et ils parlent de jeunes françaises, Élisée. Votre réaction là-dessus? Ben moi, ça me fait rire. Qu'est-ce qu'ils appellent une junte? Ils disent la junte française impérialiste. Qu'est-ce qu'ils appellent une junte? Mais je pense que quand même, souvent je le dis, on arrête d'insulter nos intelligences. Qu'est-ce qu'on appelle une junte? C'est l'hôpital qui se fout de la charité, en fait. Ça veut dire, vous venez au pouvoir, vous êtes militaire, pas un coup d'État, et vous traitez des régimes civilisés et dont les chefs d'État ont été élus démocratiquement. Non, civilisés et civils. C'est pas fort ça, civilisé. Il y a des régimes civilisés et civils dont les chefs d'État ont été élus démocratiquement. Vous les traitez de juntes. C'est l'État qui se fout de la charité. À un moment donné, vous êtes des juntes, mais ces pays-là ne sont pas des juntes, c'est des républiques. C'est différent. Voilà, on peut comprendre que
vous êtes dans une dynamique de passer des éléments de langage, mais souffrez qu'en face de vous, vous ayez des gens quand même qui ont de la jugeote et qui ont de l'intelligence et qui savent un peu à quoi, pardon, qui connaissent les définitions des mots. Excusez-moi, la France n'est pas une junte. La France a à sa tête un chef d'État, un président qui a été élu démocratiquement. C'est une république. Donc, il faut dire les mots qu'il faut. Je finis par ça et je reviens concernant leur décision. C'est leur droit le plus absolu de dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que la CEDEAO a décidé, qu'ils sont contre ce que la CEDEAO a décidé, qu'ils ne se sentent pas concernés. C'est leur droit le plus absolu de le dire. On ne peut pas leur faire un procès pour cela. Mais c'est le droit de la CEDEAO aussi de dire que nous, CEDEAO, organisation sous-régionale responsable, décidons de donner une transition de 6 mois. Mais ils n'en veulent pas, justement, cette transition de 6 mois. Mais est-ce que la transition de 6 mois que la CEDEAO donne, elle la donne pour Assimi Goïta, pour comment on appelle ça, pour Tchani ou bien pour Traoré? C'est pas pour eux qu'on donne les 6 mois là. La CEDEAO s'intéresse au peuple. C'est ce qui les intéresse aujourd'hui, les relations, les rapports entre États, là, entre peuples, c'est ce qui les intéresse. Les individus vont passer, même les chefs d'État de la CEDEAO aujourd'hui qui se sont allés s'asseoir à Abuja, qui ont pris la décision, ils vont passer. Mais est-ce que les États disparaîtront? Mais les peuples sont là. Donc on va au-delà des personnes. On est en train de parler ici des peuples, on est en train de parler ici des rapports entre États qui vont au-delà des individus et des personnes. Donc la CEDEAO a le droit de dire que nous, on va donner une transition de 6 mois, au cours de laquelle, et puis c'est logique, ils ont mandaté un médiateur en la personne de Diomaye Faye, le président sénégalais. Donc c'est logique. Si on mandate un médiateur, c'est parce qu'on se dit qu'on ouvre encore la porte au dialogue encore, donc on peut encore insister. Donc on se donne une transition de 6 mois. Mais la CEDEAO a été ferme, il faut lire tout le communiqué. La CEDEAO a dit au bout de ces 6 mois, si on reste dans la même dynamique, on va acter et puis on prend une décision définitive, on les retire. Voilà, donc ça aussi, il faut qu'on l'admette, quoi. Parce que j'aimerais avoir votre postulat. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que la CEDEAO va un peu au forceps et l'AES est sur sa position, mais n'insistez pas, on ne veut plus de vous, justement, votre réaction? Je voulais vous rappeler qu'en Europe, il y a eu le Brexit. Oui. Nous savons tous ici ce que c'est. Il y a déjà le Royaume-Uni qui ne partageait pas l'euro à la base. Ensuite, à un moment donné, ils ne voulaient même plus être dans l'Union européenne. Et donc, ils ont entamé ce que nous tous savons ici, je vous l'ai dit il y a l'instant, c'est le Brexit. La sortie de l'Union européenne. Ça a engendré ce que ça devait engendrer, mais les relations sont restées. Et aujourd'hui, il y a même des voix qui s'élèvent pour dire que peut-être que ce Brexit n'était pas nécessaire. Il faut peut-être revenir. Peut-être que la façon de sortir n'était pas la meilleure, etc., etc. Et donc, je pense qu'il faut avoir, en ce qui concerne le point de vue AES-CEDEAO, ce même recul-là, puisqu'on a un exemple. Il est normal qu'un ou plusieurs États veuillent sortir d'une organisation. Ça non plus, on ne peut pas le leur dénier. Ce qui est regrettable, c'est de laisser déjà une place vide lors de ces différents sommets. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à leur sortie effective qui était prévue pour la partie 1 il y a quelques jours, ils sont toujours membres de la CEDEAO. Et quelles que soient les circonvolutions qu'on utilise les uns et les autres, je pense vraiment que la politique de la chaise vide n'est pas la bonne. Surtout que ce sont des personnes qui sont arrivées au pouvoir, comme on le sait. Venir ne serait-ce qu'accorder de l'importance à la discussion au sein et en présence des autres chefs d'État, pour moi, ça allait être un grand pas. Il ne faut pas fuir les rencontres bilatérales quand elles ont lieu, et la rencontre de la CEDEAO est importante. Le deuxième point que je soulève, c'est sur le communiqué qu'eux ont produit avant le sommet pour dire qu'ils déclaraient que cette confédération restait un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la CEDEAO. Il faut lire entre les lignes. Ça veut dire que c'est un pied dans la CEDEAO sans vraiment y être. Je connaissais des gens qui disaient un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Bala Keïta. Bala Keïta, ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. Je vois que vous avez de bonnes références et vous les avez gardées. Autrement, ils n'auraient pas dit ça. J'ai l'impression qu'ils ont un peu anticipé sur le communiqué de la CEDEAO. Mais il y a également aussi la CEDEAO, et Élysée le disait à l'instant, qui a le droit d'utiliser non pas du forceps, mais d'aller avec la sagesse et le recul qu'on connaît aux chefs d'État qui ont de l'expérience et qui ne délimite pas la souveraineté de ces États-là à l'appartenance à la CEDEAO. Non. Votre souveraineté ne dépend pas de votre appartenance ou pas à la CEDEAO. Et votre présence à la CEDEAO ne fait pas que
tout autre État que vous jugez déstabilisateur pour vous sera plus fort ou pas parce que vous serez dans la CEDEAO. Très bien. C'est votre point de vue. Voilà, c'est ça. Alors, Marius Komoi, regardons un peu le chapitre 4, justement. J'espère bien être au chapitre 4. 1, 2, 3, 4, voilà. On essaie de lire. En réitérant le caractère irréversible et immédiat du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO, caractère irréversible et immédiat, hein. Dans sa déclaration du 14 décembre 2024, le Collège des chefs d'État de l'AES considère à juste titre la décision de proroger pour 6 mois le retrait du Burkina, du Mali, du Niger, de la CEDEAO comme étant une énième tentative qui permettrait, je reviens encore sur ça, à la jeune française, parce que cela a été dit au 3e chapitre, ils reviennent là-dessus au 4e chapitre et à ses supplétifs de poursuivre la planification et la conduite des actions de déstabilisation contre l'AES. Marius Komoi, ces propos sont-ils forts selon vous? Oui, bien entendu. Écoutez, nous faisons face à une junte qui qualifie le pouvoir français de jeune française. Bon, parce que, vous savez, en diplomatie, il faut beaucoup plus d'expertise, beaucoup plus d'expérience. Or, dans le cas d'espèce, il y a quand même, pour ce que vous venez de lire et ce que nous avons entendu, il est difficile que l'on puisse traiter un État dont les premiers responsables, dont le pouvoir a été élu démocratiquement, de junte, bien que en France, on ne se souvient pas qu'il y a eu un coup d'État. On ne se souvient pas qu'il y a eu des dérives du genre que nous avons assisté tant au Burkina, au Niger et au Mali. Bon, non, bon, je pense qu'il faut aller mollo, il faut aller doucement. Je pense que nous sommes tous interconnectés. C'est vrai, ils veulent leur indépendance économique, mais... Politique surtout. Surtout politique, mais surtout le cœur du combat, c'est l'indépendance économique. Voilà, ils ont l'impression, et comme la plupart de nos États, en Afrique francophone, on a l'impression, et pour nous, des gens comme nous, on est convaincus que la France nous fait du biberonnage, nous empêche de véritablement prendre nos destins en main en nous laissant la main libre sur nos matières premières, parce que moi je le dis toujours, hein, je ne peux pas comprendre que, je reviendrai sur le sujet, soyez rassurés, mais je ne peux pas comprendre que après plus de 30 ans, 60 ans d'indépendance, on continue d'exporter nos matières premières en produits bruts. On ne se penche même pas sur la question de la transformation et de les envoyer en produits, ne serait-ce que semi-finis ou en produits totalement finis à l'extérieur. On ne se penche pas, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de projet. Je ne vois aucun État en Europe qui exporte ses produits, ses richesses, ses produits bruts, ses matières premières dans nos États en vue de les voir être transformés et retourner être vendus. On peut en faire un débat, Marius. C'est ça surtout voilà. qui est la Revenons justement sur notre sujet. Mais sur ces questions-là, nous sommes totalement en adhérence. Mais je ne pense pas que ces gens-là doivent s'éterniser au pouvoir. Ça, nous sommes totalement en phase avec ça aussi. Nous pensons que quand on a fait un coup d'État, ou bien même une action populaire saluée par le peuple, on se rappelle en Côte d'Ivoire ici, la prise de pouvoir du président Guéhi, du chef d'État, du général Guéhi, qui avait suscité l'émoi national. Des gens sont sortis, applaudis et tout ça. Mais après, il est parti comment? Alors donc, c'est la même chose. Tel que vous venez au pouvoir, des artistes l'ont chanté, des grands penseurs l'ont dit. C'est comme ça que vous partirez du pouvoir. Si vous essayez de vous éterniser, il faut régler les questions rapidement, parce que si vous prenez le pouvoir, c'est pour régler des questions de façon ponctuelle. La CEDEAO a-t-elle raison de dire nous prorogeons de 6 mois? Oui, mais la CEDEAO a obligation de mettre la pression justement sur la junte pour qu'un régime démocratiquement élu s'installe. On ne va pas s'éterniser avec une junte qui, c'est vrai, parce que même au niveau de ces 3 pays, eh bien, on a aujourd'hui des sons de cloche discordants au sein de la population, au sein de la classe politique qui est bâillonnée, au sein de la classe politique qui n'arrive véritablement pas à s'exprimer. Donc ça, c'est pas du tout ce que nous attendions de cette junte. Nous voulons justement que cette junte règle le problème pour lequel ils ont pris le pays, c'est-à-dire libérer le pays des djihadistes, libérer le pays de l'emprise des djihadistes, et là encore, on ne voit pas véritablement de résultats. Et ça, bon, il faut aussi le souligner. Or, on ne peut pas continuer à s'éterniser au pouvoir en
faisant des guerres avec la CEDEAO, parce que, quoi qu'on dise, le Mali, le Niger, le Burkina ne peuvent jamais vivre sans les autres États de la CEDEAO. Barry, votre regard, après avoir écouté donc Élysée, Pascal et Marius Comoé, quel est votre regard justement sur cette situation? Est-ce que vous pensez que les 6 mois, l'AES est dans une posture de méfiance au vu du communiqué produit, et pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait justifier justement ces propos assez durs dans ce communiqué produit par l'AES, alors que la CEDEAO fait patte blanche quand même? Votre avis? Est-ce que je suis surpris par la position des États de l'AES? La réponse est non. Depuis le début, depuis l'arrivée au pouvoir, c'est toujours des discours accompagnés d'une virilité symbolique pour distraire l'opinion publique. En fait, ils sont détournés des vrais enjeux. La CEDEAO, pour moi, adopte une posture responsable. Elle donne la chance à la discussion. À mon avis, je peux me tromper, c'est ma lecture de la chose. Je pense que le président Diomaye Faye est probablement le nouveau président du Ghana, le président John Dramani Mahama, qui n'est pas encore investi. Bien sûr. En janvier, il le sera. Par des canaux plaider pour que la CEDEAO donne 6 mois pour essayer de rétablir la situation. Mais je pense que c'est un fait, tant que ce seront ces officiers supérieurs-là qui sont à la tête de leurs États, il n'y aura pas de changement de posture parce qu'ils se sont nourris de cette légitimité-là. Leur légitimité populaire repose sur le fait de se présenter au public, à leur population, comme ceux-là qui luttent contre la France, qui luttent contre la CEDEAO, parce que, entre griffes, la CEDEAO a été étiquetée comme marionnette de la France. En fait, ce sont des trucs qui souvent me font rire. L'histoire du Nigeria et de la France, c'est un exemple parfait. La guerre du Biafra. Mais il y a eu, la France a soutenu la sécession biafraise. Le Nigeria, historiquement, les Nigériens, ils savent ça. Mais aujourd'hui, le Nigeria, c'est le premier partenaire économique de la France, loin devant ces pays francophones-là qui se bombent le torse. L'Afrique du Sud est l'un des meilleurs partenaires économiques de la France en Afrique. C'est un pays anglophone qui est en Afrique australe. Donc, aujourd'hui, la légitimité populaire de leur régime repose sur le fait de dire que la France a fait ceci, la CEDEAO a fait cela. Mais ça, c'est une fumée. Un jour, ça va disparaître. Et si ça disparaît, on verra ce qui va se passer. Mais je reste convaincu d'une chose. La Mauritanie était membre de la CEDEAO, membre fondateur d'ailleurs. La Mauritanie a décidé de partir en 2000. Qui même se souvient du fait que la Mauritanie a quitté la CEDEAO? Ils sont partis de façon civilisée, de façon responsable. C'est la même Mauritanie qui émet le souhait de revenir au sein de la CEDEAO. Ces pays-là, ce sont des pays fondateurs de la CEDEAO, que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger. La seule pomme de discorde entre les chefs d'État de la CEDEAO et les chefs d'État de l'AES repose sur le fait que les militaires doivent rendre le pouvoir. Ce n'est pas autre chose que ça. Et aujourd'hui, ils ont tellement nourri ce discours de lutte contre l'impérialisme, populiste, de ceci, de cela, discours que populiste. Tout le monde a peine à croire. Vous voyez souvent sur les réseaux sociaux des gens qui sont dans des ronds-points à Ouagadougou en train d'injurier des chefs d'État, en train d'injurier la CEDEAO, à abattre l'impérialisme. Ça ne développe pas un pays. Alors, Barry, essayons de regarder un peu les contextes. Vous parliez tout à l'heure du retrait de la Mauritanie. On sait bien que ce n'était pas dans le même contexte sécuritaire que ces 3 États-là. C'est le premier point. Le second point, regardons, pourquoi est-ce qu'ils douteraient? Pourquoi est-ce que l'AES estime que la CEDEAO prépare un coup fumant ou quelque chose de suspect contre eux? C'est assez bizarre parce que le communiqué, il est clair. Quand il traite le pouvoir français de junte impérialiste, c'est quand même assez fort. Alors pourquoi est-ce que la CEDEAO, du moins l'AES, est dans cette posture de douter que ces 6 mois ne sont pas pour, comme Élysée l'a dit, aller à la médiation, mais plutôt pour faire en sorte qu'ils puissent être enlevés du pouvoir? C'est ça le point. Barry? En analyse des stratégies politiques, il y a ce qu'on appelle la construction de l'ennemi. Chaque leader politique, chaque pays identifie des ennemis qui souvent menacent sa sécurité. Ici, les 3 chefs, depuis leur avènement, ont construit la CEDEAO, la France, comme des ennemis qui ne veulent pas que ces pays-là se développent. La France, entre griffes, qui est devenue toxique vis-à-vis de ces États-là. Mais il faut rappeler à nos frères de l'AES que leur plus grande diaspora sont en France. Le Mali, les ressortissants maliens vivant en France. Non, il arrive. Commencer par la France, qui est le grand diable entre griffes. Ouais. Mais les ressortissants maliens qui sont en France,
l'apport de ces ressortissants là, dans l'économie malienne, c'est pas du jeu. Ouais. Le Burkina, aujourd'hui, ils font bon ménage, copain avec la Russie. Mais j'aimerais savoir, il y a combien de Burkinabés en Russie, il y a combien de Burkinabés en France. Ils ne prennent pas ces choses-là en compte. Revenons à la CEDEAO, l'espace CEDEAO. Les frères burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, c'est autour de 3 à 4 millions de personnes. Est-ce que quand le capitaine Traoré prend l'initiative de sortir de la CEDEAO, il prend en compte la réalité de ses citoyens? Est-ce que le général Tiani, qui a près de 5 millions de ses ressortissants au Nigeria, prend en compte la réalité de ses citoyens au Nigeria? Pour réagir sur ça, lorsque Pascal faisait son point, elle a rappelé le point de l'AES qui a dit « Nous décidons que nos compatriotes puissent circuler, du moins les compatriotes de la CEDEAO, puissent circuler sans visa sur les territoires de l'AES. » Est-ce qu'ils ne s'attendent pas justement à faire à avoir un retour de bons procédés justement avec l'AES, puisque on facilite la circulation de des biens et des personnes. Voilà, sur nos territoires. Il faudrait que vous aussi, CEDEAO, puissiez faire votre avis, et puis je pense celui de Pascal et Élisée. Christelle, oui? Être membre de la CEDEAO, il y a des avantages. Si vous ne voulez plus de la CEDEAO, vous ne pouvez pas bénéficier de ces avantages-là. Ils savent pourquoi ils le font. C'est 3 pays à forte migration, avec la Guinée et le Sénégal. C'est des pays à fort taux de migration. Vous prenez les 3 pays, ils ont des citoyens qui évoluent dans la CEDEAO. Qu'est-ce que ceux-là vont devenir quand ils vont sortir? Donc, ils essaient de tendre la perche. Mais il faut un minimum de cohérence. Hein. Très bien. Quand vous ne voulez pas d'une chose, vous ne la voulez pas complètement. J'aimerais avoir le point de vue de Pascal et ensuite d'Élisée. Pascal? Oui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vous venez de le dire, mon cher Barry, ce sont des pays à forte migration. Quand on regarde la nomenclature sous-régionale, mais également celle de, on va dire même l'Europe, mais plus précisément le pays qu'ils attaquent le plus, la France, ils sont plus nombreux en termes de diaspora. Et je vais parler, moi, des investissements. Les investissements privés en 2022 et 2023, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le plus grand investisseur privé en Côte d'Ivoire, c'est 110 milliards de francs CFA. Et c'est le Burkina Faso. Je vous le donne en mille. La France est loin derrière. La France, on est sur 50 milliards de francs CFA. Donc c'est le double plus 10 milliards. Alors ces chiffres-là, justement, pour dire quoi, Pascal? Ces chiffres-là pour dire que leurs intérêts sont multiples. Ils sont au niveau de leurs ressources humaines, de leur population. Ils sont au niveau de leurs investissements qui sont nombreux, parce que vous avez également ces investissements-là qui constituent un socle qui établit non seulement leur population, mais qui peut agir sur la balance économique au niveau des États bases. Et donc, oui, il y a tellement d'enjeux, tellement d'imbrications des peuples, des intérêts économiques, financiers, etc., qu'il serait hasardeux, voire dangereux, de faire cette scission. D'ailleurs, ils l'ont compris en faisant ce communiqué, mais on peut leur renvoyer aussi le même argument de l'aspect unilatéral de ce communiqué, parce qu'ils l'ont aussi dénoncé pour celui de la CEDEAO. Mais celui de la CEDEAO, je le disais à l'entame de mes propos, le fait avec un collège d'États dont ils étaient toujours membres jusqu'à preuve du contraire. Élisée, on termine avec vous sur ce point. D'accord. Je veux juste reprendre les chiffres que Pascal a dit tout à l'heure. 110 milliards d'investissement au niveau des IDE, c'est-à-dire investissement direct étranger du Burkina Faso, donc qui occupe la première place en termes de IDE en 2023 en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'ils ne doivent pas oublier, sortir de la CEDEAO, ce n'est pas juste une question de visa. Mais vous savez que le fait d'appartenir à la CEDEAO, vous avez des facilités en termes de pouvoir implanter une entreprise dans un autre pays. Vous avez des facilités pour participer à des marchés parce que vous êtes dans le contexte régional. Mais tout ça, on va fermer. Tout ça, on va fermer. Donc la question n'est pas juste de dire les gens auront sans visa, ils pourront discuter, ils pourront circuler. Mais les entreprises qui ont fait 110 milliards d'investissements en Côte d'Ivoire, les entreprises burkinabées qui aujourd'hui occupent la première place en matière d'investissement direct étranger, ceux-là, demain, on va leur demander, ils n'auront plus accès à ces facilités qu'on leur donne. On va leur dire désormais, voilà ce qu'il faut faire. Il faut vous conformer au même principe que les entreprises de l'Afrique australe ou bien de l'Afrique centrale. Est-ce qu'ils pourront? Parce que ces entreprises aussi contribuent économiquement au Burkina Faso. C'est tout cela qu'il faut regarder. C'est tout ça qu'il faut regarder. Il ne faut pas juste regarder. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les gens sortent des volets populistes. Au-delà des grands discours qu'on tient à la télé pour chauffer les masses là. Il
faut s'orienter vers les intellectuels. Ils vont expliquer comment un État est géré, qu'est-ce qui est réellement fait, quels sont les enjeux, quels sont les rapports économiques. Quand on a fini d'avoir toutes ces informations-là, on se rend compte qu'on est dans, excusez-moi, mais dans un écrin de fumée. Parce qu'en réalité, tout ce qui nous est dit là, c'est de la poudre aux yeux. Cette partie nous a permis de décortiquer les tensions entre l'AES et la CEDEAO, où se mêlent aspiration légitime à l'autonomie et préoccupation sur la stabilité régionale. L'AES, en revendiquant un retrait immédiat, cherche à renforcer son indépendance face à ce qu'elle perçoit comme une mainmise étrangère. De son côté, la CEDEAO prône un délai de 6 mois pour favoriser le dialogue et préserver les intérêts des populations. Cependant, cette divergence dépasse les simples considérations politiques, elle pose un défi crucial à l'unité et au développement économique de l'Afrique de l'Ouest. À l'aube de ce bras de fer, la question reste entière. Ces 6 mois seront-ils une opportunité pour consolider les relations ou marqueront-ils une rupture définitive? La suite de ce débat sera déterminante pour l'avenir des deux entités.